Bienvenue à tout le monde à notre conférence Synergie après acquisition, secret d'une implantation réussie. Aujourd'hui, vous assistez à une conférence présentée par l'émission commerciale de l'Université Laval en collaboration avec Prévia. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission commerciale, donc on est une organisation à but non lucratif qui existe depuis plus de 27 ans. On offre aux entreprises un service clé en main pour l'internationalisation, que ce soit de l'étude de marché, de la recherche de clients, de la recherche de fournisseurs, de distributeurs, des études de marché, j'ai déjà dit, rechercher des talents. Donc, on a plusieurs services qui peuvent s'offrir à vous. Donc, on a des agents qui sont formés pendant toute l'année, qui se joignent à l'entreprise pour faciliter les démarches en sol étranger. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez nous contacter par la suite si vous voulez avoir plus d'informations. Sinon, aujourd'hui, comme vous le voyez, on est en Zoom meeting, donc c'est possible pour une conférencière de vous voir quand votre caméra est ouverte, évidemment, de vous entendre aussi quand votre micro est ouvert. Donc, juste un petit rappel, là, si jamais, de l'ouvrir ou de le fermer, dépendamment des occasions. Pour rendre le tout plus dynamique, je vous invite, si vous êtes capable de le faire, d'ouvrir votre caméra. C'est plus agréable, comme j'expliquais tout à l'heure, de voir à qui on parle. Puis, à la fin de la conférence, il va y avoir une période de questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure là, pour rendre le tout le plus dynamique possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage, à lever la main, à ouvrir votre micro. Donc, ça nous fera plaisir ça nous fera plaisir. Moi, je n'ai pas tant de connaissances en fusion et acquisition. Je vais peut-être plus laisser Raphaël répondre. Je vais tenter, je vais tenter. C'est ça. Puis, si jamais vous avez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Puis, avant de remercier Raphaël, je voudrais remercier les participants d'être là aujourd'hui. Merci de votre participation. Puis surtout, merci, Raphaël, de prendre le temps de discuter et partager tous tes secrets professionnels aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, une alumni très impliquée année après année, qui continue à s'impliquer dans la grande famille d'émissions. Donc, merci beaucoup de donner de ton temps encore aujourd'hui. Puis, je te laisse la parole. Bonne conférence à tous. Mais merci, Catherine. Écoute, c'est un plaisir qui est définitivement partagé. Merci, Catherine et Antoine, pour cette opportunité. C'est un réel plaisir de partager mes connaissances. Bien noblement, je n'ai pas la science infuse sur les fusions et les acquisitions. J'ai un peu d'expérience en arrière de la cravate. Puis mon objectif aujourd'hui, c'était de juste avoir un peu une discussion avec vous, de partager quelques histoires, quelques recettes du succès, oui, quelque chose à garder sur notre radar. Puis je veux que ça soit un peu un échange si possible. Je veux pas avoir le monologue, le monopole de la parole, faire un monologue pendant 1 heure. J'aimerais vraiment que ça puisse être dynamique. Fait que si vous avez des questions, puis d'ailleurs, si je les vois pas passer, là, j'ai juste un seul écran devant moi. Fait que si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à m'entrecouper ou via chat, via peu importe. Là, je veux vraiment qu'on puisse y aller, go with the flow. Vous excuserez d'ailleurs mon jargon assez proche de l'anglais. Vous savez, dans le domaine des affaires, c'est un fléau. Je vais essayer de faire honneur à la charte de la langue française, mais j'ai beaucoup d'anglicisme dans mon vocabulaire au day-to-day. Fait que si jamais il y a des choses qui vous échappent, dites-le moi. Puis j'ai préparé quelque chose d'assez simple. Comme je vous dis, j'ai pas un texte, là, j'ai pas d'aide mémoire, je vous ai fait un petit PowerPoint. Tout ce qui est le plus simple, l'idée, c'est d'avoir un peu un fil conducteur à travers tout ça, puis de vous raconter un peu une histoire. Et s'il vous plaît, amenez de l'eau au moulin, là, il n'y a vraiment pas de gêne là-dessus. Fusion acquisition recette du succès, je trouve que ça manque un peu d'humilité là, comme titre parce que je pense pas que ça existe en fait une recette du succès. Là, c'était peut-être quelque chose qui était pour faire quelque chose de vendeur, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de scénarios, il y a tellement de situations, ça peut prendre des tangentes. Dans le temps de le dire, il y a vraiment de tout. Alors, je veux juste partager mon expérience que j'ai vécue dans les dernières années. Donc, j'ai un bagage. euh, Ça fait plus de 7 ans que j'ai travaillé chez Edify Technologies et chez Prévian, qui est maintenant le holding de plusieurs unités d'affaires, incluant Edify Technologies. Et donc, la stratégie de fusion-acquisition, c'est vraiment quelque chose qui a été mis de l'avant à plusieurs reprises et à l'intérieur des unités d'affaires et pour le groupe corporatif Prévian. Et donc, on en a vu toutes les couleurs au fil des années. J'ai une expérience un petit peu plus pointue dans les systèmes d'information puis dans les opérations des ventes. Donc, évidemment, j'ai un angle de vue qui est plus proche de cet élément-là, mais je me ferai plaisir d'essayer d'élargir mes horizons sur d'autres éléments aussi. Donc, sans plus tarder, je me lance.
c'est la belle Catherine qui a le contrôle de ma présentation, donc je vais compter sur elle pour passer d'une slide à l'autre. Donc, aujourd'hui, j'aimerais aborder d'abord un petit peu rapidement les stratégies et les motivations derrière une stratégie de fusion-acquisition. En fait, pourquoi est-ce qu'on va vers ça? Puis rapidement couvrir quelques types de fusion-acquisition, essayer peut-être de démêler ça, sans prétention, ceci dit, de voir un peu c'est quoi le cycle de vie d'une fusion-acquisition ou M&A, là, je vais sans doute me faire prendre à l'appeler dans son terme anglais, Merger and Acquisition. Couvrir les risques parce que c'est plein d'opportunités, mais ça vient avec un certain nombre de risques. Mais je voudrais passer une majorité de la présentation sur les facteurs clés du succès, de ce que j'ai identifié qui est une liste ô combien non exhaustive, mais de choses qui, au fil des années, sont apparues comme des éléments clés qui soit pouvaient passer sur le radar ou soit vraiment nécessitaient une attention particulière. Donc, je voulais discuter de facteurs clés. Quelques mots de la fin et un simple aide-mémoire de plan d'intégration que je pourrais au besoin partager avec vous. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Ça le fait jusqu'à présent. Tout de suite en commençant, je voulais vous lancer la balle un petit peu, à savoir dans votre expérience personnelle ou professionnelle, à votre avis, quelles sont les stratégies ou les motivations, les facteurs qui motivent toute cette démarche de fusion et ou acquisition, à votre avis? Qu'est-ce qui, pour une compagnie de petite, de moyenne, de grande taille, drive le show? Pourquoi est-ce qu'on se complique la vie et qu'on veut faire une fusion ou une acquisition? Est-ce qu'il y a des éléments? Croissance externe, diversification, éliminer des compétiteurs. Ouais, définitivement. Acquisition de marché. Oui. Trouver des nouveaux clients par le biais de compétiteurs. Complètement. Est-ce que j'en oublie? Attendez, je vais ouvrir mon petit chat. Book Tech and Employees. Tout ça. En fait, intégration verticale. Oui. Verticale, horizontale, économie d'échelle. Ça n'a pas de secret pour vous, visiblement, marché saturé, comme ça, on mentionne également, c'est vrai. On vient un peu vers la diversification complètement. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions? Voyager. Bon, nous sommes des missionneux dans l'âme. Je pense qu'effectivement, voyager, ça vient avec l'ADN, ça vient avec des bons challenges culturels, ceci dit, mais c'est vrai que souvent, ceci dit, bon, ce n'est pas nécessaire que ce soit international, il peut y avoir des stratégies de fusion-acquisition très, très locales qui peuvent être absolument valables, mais définitivement, dans ce que j'ai vécu, c'était très, très teinté d'international par des acquisitions à l'étranger. On parle aussi de sécuriser un service sous-traité. Vraiment bon point. On va l'aborder absolument, surtout dans les dernières années où la supply chain a subi beaucoup de pression, des choses comme ça. On veut vraiment garantir et sécuriser, que ce soit des services ou des produits, en fait, là, c'est tout aussi valide. C'est vraiment, vraiment un bon point. C'est pas ce qui nous apparaît comme une évidence, mais c'est vraiment vrai. Merci de votre participation. Un petit dernier, on a fait le tour. Catherine? Super. Donc, la stratégie, je pense que vous avez vraiment bien mis le doigt dessus. Encore une fois, je vous apprends rien, c'est juste pour brainstormer. L'idée, c'est qu'il y a plein de motivations, dépendamment de notre secteur, de notre industrie, de notre marché, de la maturité de l'entreprise. Il va y avoir vraiment toutes sortes de scénarios. Qu'on parle d'élargissement du portfolio, que ce soit du produit, du service, c'est très, très valable. On a parlé, puis on va reparler beaucoup de synergie. Des fois, chez Prévient, le mot synergie, c'était quelque chose qui revenait très, très régulièrement. On va essayer d'aller capitaliser sur qu'est-ce qu'on peut faire en allant chercher ailleurs de cette façon-là pour hausser notre performance dans l'idée où est-ce que 1 + 1 est plus grand que 2. Et par le fait même des économies d'échelle, des fois des économies simples, des économies de coûts. On va aller penser à la diversification. Simplement pour une raison très, très
financière de hey, on veut aller chercher de la valorisation pour notre entreprise, on veut une croissance rapide, on veut que notre EBITDA soit sexy. L'EBITDA, le terme, l'acronyme français m'échappe systématiquement. Je pense que vous me suivez quand même, là. Mais oui, Baya, merci. Plein de gens tellement plus renseignés que moi en français. Donc, la valorisation, c'était aussi un gros driver chez Edify dans une optique de éventuellement se rendre jusqu'à j'ai tellement d'anglicisme dans mon vocabulaire, dans un first offering, dans une optique d'aller public. Donc, c'est plein de milestones qu'on veut atteindre. On a parlé d'éliminer la compétition. C'est très, très efficace pour faire taire la menace d'un compétiteur. Et la meilleure contrôle sur la chaîne d'approvisionnement, quelqu'un a soulevé tantôt d'aller sécuriser un service, un produit. Très, 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 très efficace également. Expansion de l'empreinte géographique, que ce soit des nouveaux marchés ou à travers un réseau de distribution. La question d'expertise aussi, je ne sais pas si on l'a mentionné dans notre brainstorm, d'aller chercher soit de l'acquisition de talent ou vraiment de l'expertise, même de la propriété intellectuelle, des capacités technologiques. C'est parfois beaucoup plus facile d'aller chercher ailleurs que d'avoir cette croissance-là organique à l'interne. Et parfois, pour de simples bénéfices fiscaux, il y a beaucoup de motivateurs aussi à ces niveaux-là. Donc, c'est un premier tour d'horizon. Sans plus tarder, je veux juste faire une petite parenthèse, en fait, là, parce qu'on parle parfois de façon un peu interchangeable, une fusion, une acquisition, M&A, c'est comme un terme un peu parapluie. C'est bel et bien pas la même chose. En fait, il faut être conscient qu'encore une fois, selon ce qu'on a parlé de stratégie, on va aller soit vers une fusion, soit vers une acquisition, soit dans le but de vraiment scinder les deux ensemble ou de conserver l'identité dont on a fait l'acquisition à l'intérieur de la plus grande structure. Je pense que les deux sont tout à fait valides, mais il y a vraiment une distinction à faire à la base. Encore une fois, je ne vous apprends rien, c'est juste dans l'idée de se mettre dans le bain. Et là, on embarque dans les types de fusion-acquisition. Et je vous jure, je me suis repenchée un peu sur la question, puis je me suis dit, je vais retourner voir un peu, je vais faire la recherche et je pense qu'on pourrait faire un cours universitaire là-dessus. C'est sans blague, il y a vraiment, vraiment énormément de théories. D'ailleurs, j'ai complètement été volé le petit graphique qu'on voit, mais hein. Il y a vraiment là, une complexité, puis je pense que d'un organisme à l'autre, des termes qui sont peut-être un petit peu same but different là, en bon français. Donc, je ne veux pas m'attarder nécessairement sur toutes les formes que ça peut prendre parce que honnêtement, il y a des petites subtilités, il y a des sous-types de M&A. On pourrait vraiment faire un cours universitaire. C'est pas du tout là où est-ce que je vous amène aujourd'hui. Mais encore une fois, juste pour vous lancer des pistes, pour vous faire réfléchir. Parfois, on va parler d'aller chercher de l'extension de marché via un merger. On va aller chercher de l'extension au niveau du produit plutôt, ou simplement une intégration horizontale, donc on va aller bouffer notre compétiteur pour s'intégrer, ou verticalement pour aller, comme on le disait, peut-être sécuriser soit plus haut ou plus bas dans notre chaîne de valeur, mais pour aller élargir notre empreinte verticale, ou même un conglomérat. Dans un cas comme ça, c'est plus quelque chose qui n'est pas en lien avec notre produit, pas vraiment en lien avec notre marché, qu'on va aller consolider pour bâtir ce qu'on appelle un conglomérat. Donc, il y a tellement de saveurs et de sous-saveurs à tout ça qu'il y a vraiment toute une science à tout ça. Puis, je termine, Catherine, si tu veux m'amener à la slide suivante, il y a quelques termes qui ont été utilisés beaucoup dans les dernières années chez Prévia, chez Edify. On parlait beaucoup de bolt-on acquisitions, de tuck-in acquisitions, à savoir, on les fait disparaître complètement dans une plus grosse compagnie ou est-ce qu'on les garde dans notre compagnie, mais on garde un petit peu l'entité, le branding, on ne veut pas complètement que ça se fonde dans la compagnie originale. Donc, il y a beaucoup de ça qui a été utilisé dans la stratégie Edify.
c'est juste des termes que je vous lance, puis vous êtes le bienvenu d'aller faire davantage de recherche. C'est quelque chose qui vous intéresse. Comme je vous dis, je ne suis pas du tout la plus calée en la matière, mais c'est juste pour vous lancer sur quelques pistes. So far, so good? Alors, le cycle de vie d'une M&A, encore une fois, ceci n'est pas une science infuse. C'est vraiment dans le but de vous donner un aperçu. Et principalement, en fait, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est l'élément 10. Parce que si, Catherine, je pense que tu parles de nouveau. Exact, merci. On ne se le cache pas, ça peut être un très, très long processus. Quand je dis très, très long, ça peut être très, 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 très long. Ça commence avec une idée embryonnaire, avec un éclair de génie, de tiens, ça va être ça ma stratégie. Je pense que je suis rendue là dans ma entreprise. OK, on se lance, on l'essaye, on a une opportunité. 9 et 8 s'interchangent, je pense. Définitivement. Je pense pas qu'il y a de recette qui nécessairement se réplique parfaitement. Il y en a qui peuvent être peut-être simultanées aussi. Ça me fait référence à la signature de contrat pour le financement. Financement, on se lance pas dans cette mission-là si on n'a pas d'argent. Nécessairement, ça nécessite des gros sous, tout ça. Et il faut savoir avec quoi est-ce qu'on paye. Donc oui, tu as un bon point. Moi, je pense même que c'est peut-être même plus tôt. Comme je vous dis, je n'invente rien. Souvent, à la signature du SPA, tu as obtenu ton financement. Oui, absolument. C'est bien vrai. Comme je vous dis, je m'attribue pas le petit graphique que vous voyez là. Ce que je cherche à vous dire, en fait, c'est que c'est un long processus à travers lequel il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants et que c'est un processus qui peut s'étirer dans le temps facilement avec, malgré le bon vouloir de tout le monde, il peut se retrouver beaucoup d'embûches à chaque milestone, des surprises, dans un processus de due diligence, tout d'un coup, on marche sur une mine, puis ça remet en perspective bien des choses. Puis c'est aussi à tout moment dans ce cycle-là, on peut dire, oh, ça marche plus, on fait plus, ça marche pas, c'est pas garanti qu'on se lance, que c'est quelque chose qui arrive jusqu'à la fin. Il y a plein de raisons, ça peut, que ce soit un échec de financement, un échec au niveau de la due diligence, il y a plein de considérations tout au long du processus. Mais c'est vraiment au niveau de l'implantation que je veux avoir cette discussion-là avec vous parce que je ne peux vraiment pas prétendre que j'ai de l'expertise en recherche de target, là, par exemple. C'est pas ça mon rayon. Par contre, au niveau de l'implantation, c'est là que j'ai eu les mains dans la poutine et que j'en ai vu pas mal. Fait que je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cet élément-là avant qu'on passe à autre chose? Attendez, il y a quelqu'un qui se manifeste. À partir de 7, il peut y avoir des pénalités en cas de retrait. Vraiment bon point. Vraiment bon point. Ce n'est pas. Oui, on peut se retirer. Il y a soit des pénalités, soit parce qu'on a déjà engagé des ressources, des frais, du temps. C'est pas souhaitable de se retirer en fin de parcours comme ça. C'est désolant d'investir tellement d'énergie et de sous à ce point. Sinon, on a une question de Antoine dans le. En fait, tu peux y aller. Ben, ça concerne ton micro, toi. Ça concerne plus ton dernier point, Raphaël. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Oh. Allô? Je pense qu'on est en train de perdre Raphaël. Ouais. Ben, je voudrais peut-être la conversation aux autres dans ce cas-là. Peut-être, je ne sais pas si c'est une question que tu avais prévu poser plus tard, Catherine, là, mais je vois qu'il y a plusieurs personnes qui n'en sont pas à leur premier M&A ou qui considèrent le faire. Est-ce que vous avez de l'expérience dans les différents types de M&A dont Raphaël parlait avec soit les bolt-on, Tokin, tout ça? Fait que je ne sais pas, Célestin, si vous êtes à l'aise, votre micro est ouvert. Hello! Oh, on a retrouvé Raphaël. Qu'est-ce que c'est?
Désolé, j'ai le temps de trouver mon téléphone pour répondre. On en a profité, Raphaël, pour ouvrir la conversation. Puis comme il y a des Ben gens oui, qui ont l'air d'avoir des expériences, je suis curieux de savoir s'ils ont c'est pas les types de M&A qui ont pris le plus, ça fait quoi leurs expériences? ben oui, avec grand plaisir. On vous écoute, Célestin. Pour ma part, je n'ai pas d'expérience. C'est un processus qui est en cours. Je dirais qu'on est rendu à l'étape 5 ou 6. Mais de parler de l'implantation, c'était un volet, somme toute, assez intéressant, qui est assez divers et varié. Donc, d'avoir les expériences et les do's et les don'ts. Ouais. Oui, oui. Ben, encore une fois, comme je dis, j'ai définitivement une saveur à mon expérience. J'ai pas tout vu, mais c'est souvent dans la guerre. Puis bien qu'on investit beaucoup d'énergie, puis d'efforts, d'argent dans les étapes 1 à 9, si le 10 s'infectue pas avec succès, on fait tout ça pour rien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des expériences à partager? De Marc, je pense, Stan, Stan, si tu veux y aller. ton son ne semble pas levé, monter. On t'entend pas, Stan. Bon, si tu décides de te manifester un peu plus tard, ce sera avec plaisir de t'entendre sur la question. Je veux passer à travers le. Jusqu'à quelle heure on s'est donné, Catherine? Là, je vois qu'il est. Jusqu'à 13 heures. OK, parfait. Parce que je veux être sûre qu'on peut avoir un échange à la fin. Donc, si tu veux nous emmener à la prochaine slide, je veux vraiment garder du temps Oui, pour les. On entend Oh, Stan. hello! vous m'entendez ou pas? Ouais, Oui. oui. Ah, merveilleux. Les joies de la technologie. Euh, c'est ça, non, ben, je voulais juste rajouter, oui, effectivement, moi j'ai fait 2 acquisitions dans les 2 dernières années, puis je viens d'entamer 2 processus de due deal cette semaine. Et quand je regarde le diagramme, disons que ça reflète la réalité. C'est juste qu'éventuellement, ça reflète pas le côté humain c'est très, tu sais, honnêtement, au final, ça reste que tu deals avec des humains. Donc, t'as beau essayer de passer en revue toutes les étapes, il y a toujours un moment où en fait ça échappe, puis tu sais, les négociations se bloquent pour des détails parce que tu as des gens derrière qui ont des intérêts, donc il faut. Puis est-ce qu'on peut, je peux juste le revoir rapidement là parce que c'est ça, je voulais juste commenter quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'acquisition, bah, effectivement, tu sais, le numéro un, c'est un plan de croissance quelque part. L'acquisition strategy, c'est qu'on veut se rendre où? C'est nous la façon dont on l'a fait, c'est qu'on s'était donné un plan quinquennal de tripler les revenus entre 2020 et 2025. De passer de 8 millions de chiffre d'affaires à 25 millions. Puis au bout de 3 ans, on est déjà à 21. Fait que ça a fonctionné. Euh, mais effectivement, c'est la base. Puis derrière, bah, toutes les autres, ça se fait un peu plus ou moins en même temps, comme les critères d'acquisition, puis les searching for target. Des fois, c'est des opportunités qui pop. Euh, Même souvent, j'ai l'impression que C'est c'est le. vrai. Parce que quand tu t'annonces comme acheteur, bizarrement, là, tu reçois plein de demandes. Hein. Donc, tu sais, derrière, il faut être prêt à ça parce que ça, il y en a beaucoup. Tu sais, là, j'ai fait 2 acquisitions, mais j'ai peut-être analysé, je sais pas, 2 douzaines d'entreprises. C'est du push and Facile. pull. T'as vraiment raison, hein? Fait que c'est ça. Ben, je voulais juste rajouter ça, mais c'est bien, c'est quand même bien décrit. Voilà. Ben, comme je vous dis, je peux pas du tout prendre le crédit, là. Moi, je veux vraiment qu'on s'attarde sur l'implémentation parce que c'est là où j'ai remarqué un petit peu plus d'écart. Mais, tu sais, tu mentionnes les opportunités, là, par exemple, dans les années où le pound en Angleterre a pris, disons, une débarque. Il y a eu beaucoup pardon, il y a quelqu'un qui s'adressait à moi. Il y avait beaucoup précédemment, de volonté de s'intégrer. Juste un petit instant, excusez-moi. Pardonnez-moi. Je suis dans une salle de conférence au bureau, puis quelqu'un qui témoigne du fait que la conférence a lieu. Donc, ça fait du bruit chez Prévia, il faut croire.
je mentionnais les opportunités. Donc, tu sais, parfois, on n'est pas nécessairement mûr, mais parce que le pound, tout à coup, devenait vraiment plus intéressant, mais on s'est un petit peu plus empressé où, en fait, on a rapetissé notre target, puis on s'est mis à cibler des entreprises qui étaient situées dans cette géographie-là. Donc, tu sais, il y a vraiment le plan de croissance peut prendre différentes saveurs à différents moments parce que ça change très rapidement. Puis j'attends juste quelques mots sur les risques. Encore une fois, je vous apprends rien, mais il y a beaucoup de moments où est-ce que ça peut déraper. Que ce soit au niveau du clash culturel, de la gestion de changement. On s'imagine des synergies sans fin. Finalement, on est soit pas capable de les capturer, ou soit on s'est vendu du rêve, puis il n'y avait finalement pas grand-chose. Soit parfois on a payé trop cher. C'est quelque chose qui va arriver parce que le taux de change, justement, on n'a pas eu le contrôle. On a fait une mauvaise due diligence. On a contracté trop de dettes pour supporter cette acquisition-là. Et peut-être mauvaise communication à l'interne, manque de transparence, il y a peut-être des menaces de cybersécurité. C'est une période où est-ce qu'on est parfois vulnérable au moment de fusionner des systèmes, des choses comme ça. Donc, ça peut être, on peut se mettre à risque à ce niveau-là. Et soit on avait peut-être des coûts qu'on n'avait juste pas du tout sur notre radar qui peuvent rapidement escalader, ou on perd la donnée sur les visibilités, on se met à avoir des angles morts, on perd un peu le contrôle de nos KPI. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous échapper. Puis je vais juste prendre les prochaines minutes qui restent de cette présentation-là pour identifier, si tu veux bien, Catherine, certains facteurs clés de succès qui sont apparus pour moi sur le top de la pile, si je peux dire. Mais je pense que je voulais avoir... je ne sais pas si vous voulez partager les vôtres, à votre avis, là, avant que je rentre dans ma propre saveur. Est-ce qu'il y a des éléments qui, à votre avis, sont les facteurs clés d'un succès suite à ce que vous avez vécu? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait fait un chat. J'ai manqué, pardon, le commentaire. Oui, il y avait Stan qui rajoutait que dans les risques, il y avait le coût d'aider, j'imagine que c'est due diligence. Due diligence, pas exact. Oui, ça peut être effectivement faramineux, on va en parler. Dans un des éléments. Ça se dit, parfois, c'est bien investi. C'est des coûts upfront qui vont nous sauver beaucoup de troubles par la suite. C'est toujours un petit peu de l'inconnu, évidemment, mais c'est très valide de le faire bien et de le faire en profondeur. Bref, facteur clé de succès, est-ce que vous avez des éléments que vous voulez apporter à la table? Oui, Stan, je vois que tu as la main levée. Mais je dirais, en fait, je donnerais une expression qu'on m'a énoncée quand j'ai commencé à faire du M&A. C'est que la meilleure acquisition, généralement, c'est celle qu'on ne fait pas. Parce qu'une acquisition, non, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est vrai qu'on rit tous quand on entend ça, mais tu sais, c'est l'équivalent du take your time to hire and just fire as quickly as possible. Parce qu'en fait, une acquisition, il faut pas vouloir acheter pour acheter. Mettons, j'ai les moyens et je veux faire une acquisition parce que je pense que c'est la bonne chose. Parce que dans le fond, si tu te plantes, tu peux planter ta business au complet. Donc, des fois, si tu as le moindre doute, vaut mieux arrêter toute là. Puis moi, j'ai déjà fait des due deals à 150 000, quasiment 200 000 dollars pour finalement pas faire le deal. Complètement. Vraiment, Tu sais, c'est il faut être prêt à ça. Parce que si t'es pas prêt, là, te lance pas dans une stratégie de M&A parce que honnêtement, tu vas te planter solide. vraiment. Puis je me vole un punch de la fin, mais on parlait de fail fast. Là, c'est si on se lance dans quelque chose puis qu'on voit tout de suite qu'il y a peut-être un potentiel à échec ou on veut changer notre fusil d'épaule parce qu'on se dirige devant un piège ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut être conscient de soit je me retire avant même qu'il soit trop tard, ou si je me suis engagée, écoute, j'arrête de mettre des billes puis je coupe où ce que je peux parce qu'effectivement, on peut couler le bateau complètement. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de risques. High risk, high reward, c'est une stratégie évidemment de croissance qui est très, très efficace, mais qui vient avec beaucoup de risques. Puis effectivement, peut juste
tout casser. Donc, effectivement, celle qu'on ne fait pas, écoute, c'est triste, là, je pense qu'on ne ferait pas la présentation qu'on a là aujourd'hui si c'était vraiment le cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de belles histoires à travers tout ça, mais essayons de focusser sur les facteurs clés pour ne pas aller là dans ce qu'on va présenter aujourd'hui. J'ai 8 facteurs clés qui me sont apparus. Il y a ce que vous voyez là, il n'y a pas du tout de ranking ou de priorité. Là, je vous envoie ça un petit peu tout de go comme ça. Puis on va les passer ensemble, mais il y en a un. Donc, on a vraiment parlé de due diligence, de faire de façon complète, planifiée, structurée, en profondeur, d'intégration rapide des données, de mettre en premier la culture et les employés, de s'assurer d'une communication et d'une transparence à travers toutes les étapes, d'avoir une gestion de projet vraiment forte et une visibilité en temps réel sur nos données et nos KPI, de connaître et de documenter nos processus. Et je pense que si tu l'as qu'une nouvelle fois, Catherine, ça c'est mon petit coup de cœur personnel parce que j'ai vraiment vu beaucoup de valeur là-dessus. Et au niveau de la haute direction, de s'assurer d'une vision commune et unifiée. Fait que je voulais juste les passer un par un. Je me lance sur le premier. On en a déjà beaucoup parlé. Merci, Stan, de ta contribution sur la due diligence. C'est pas quelque chose qu'on planifie last minute. C'est vraiment quelque chose qui doit être vaste. Puis encore une fois, j'en parle sans l'avoir vécu nécessairement hands-on d'un bout à l'autre, mais c'est nécessaire de le faire parce que j'ai vu des choses parce qu'on a eu des mauvaises surprises, en fait, puis qu'on se dit, finalement, soit le deal ne passe pas, ou soit il faut prendre des stratégies pour redresser des éléments qui sont apparus sur le radar comme étant inquiétants, problématiques, à redresser, peu importe. Que ce soit... C'est très, très vaste. On pense du deal, c'est du légal, c'est peut-être financier, c'est vraiment au-delà de ça. On peut passer par du environnemental, fiscal, export compliance. Ça passe vraiment à travers plusieurs sphères. C'est important de s'entourer et de s'équiper de gens qui vont avoir l'expertise pour nous supporter là-dessus parce que oui, ça peut coûter 150, 200, des millions, je ne sais trop, mais si on ne fait pas ça, il y aura des mauvaises surprises. Puis, il faut commencer tôt. C'est avant, c'est pendant. Et souvent, sinon de manière systématique, une due diligence amène à renégocier les prix d'achat. Oui, tellement! On trouve des mauvaises surprises. On est en business, là, on négocie. Ça nécessite que j'investisse peut-être pour rétablir la situation. Nécessairement, on va négocier, on va baisser les prix, etc. Fait que c'est tout un autre avantage de faire le travail comme il faut parce que peut-être définitivement que le prix va baisser. C'est un excellent point, Stan. Parfois, c'est une mauvaise surprise, parfois, ça peut jouer en notre faveur. Mais c'est de commencer tôt, puis c'est d'avoir une liste exhaustive pour s'assurer qu'on n'a pas perdu de vue aucun des éléments qui devaient être faits, qu'on a des experts dans toutes les sphères, qu'on a vraiment tout couvert pour être sûr qu'on ne s'en rend pas compte après les faits. Et c'est juste mon petit 2 minutes sur la due diligence, parce que comme je vous dis, c'est pas quelque chose dans lequel je me suis impliquée régulièrement, mais c'est des éléments qui sont à la base, en fait, sont garants du succès des étapes subséquentes. L'intégration rapide des données. Et ça, là, ça peut devenir tout un casse-tête. Quand on parle fusion, acquisition, nécessairement, l'entreprise dont on va faire l'acquisition possède. Évidemment, ça dépend de la maturité de l'entreprise. C'est le même pop shop, il y a peut-être juste quelques fichiers Excel, puis c'est tout, là, mais selon la maturité de l'entreprise, il y a plein de systèmes d'information qui sont en place au niveau, que ce soit du HR, un CRM, un ERP, au niveau financier, au niveau, ça peut être aussi de la gestion de projet, je ne sais pas, il y a tout un portfolio de systèmes d'information et la donnée qui vient avec qu'on veut arrimer probablement à nos propres systèmes. Et là, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Comment dire? Faut pas sous-estimer la tâche.
souvent, ça vaut la peine de faire un pré-travail d'évaluation, de vraiment aller faire un état des lieux. Encore une fois, ça dépend de la taille de l'entreprise. Parfois, ça peut être peut-être plus négligeable, mais dès qu'on entreprend un travail avec des systèmes établis, des logiciels, là, il faut aller comprendre vraiment, c'est ça. Quel est l'état des lieux? C'est quoi la compatibilité avec ce qu'on a? C'est quoi les écarts? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Puis une fois qu'on comprend ce qu'ils utilisent, c'est quoi leur recette de leur côté, mais là, on est capable de faire un plan d'intégration puis d'essayer de voir, OK, comment que j'attaque ça? Ça va être une grosse bouchée. Comment que je le sépare? Un breakdown. Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Là où je vais avoir le plus de valeur dans mon intégration de données, clairement, ça ne sera pas tout le jour 1. Qu'est-ce qui, pour consolider de la valeur, je dois faire au jour 1, au jour 2, au jour 100, au jour 1000, pour m'assurer que les différents départements ne perdent pas de vue leurs données, mais continuent d'être capables d'être fonctionnels. Puis souvent, c'est souvent les finances qui viennent en premier parce qu'on doit continuer de faire du reporting, on doit consolider les états financiers, etc. Donc, ça arrive souvent que c'est les finances qui passent en premier. Puis par la suite, mais ça dépend du use case, ça dépend du type de compagnie, du type de marché. On peut aller s'intéresser aux ventes, est-ce qu'on veut s'occuper des opérations en premier? Parfois, les ventes, c'est plus light. Ça peut être costaud quand on pense à des opérations. Un gros ERP, c'est avec de l'inventaire ou pas. Très, très, très costaud. Stan qui dit ne pas oublier que bien souvent, nous acquérons une équipe qui fonctionne sans nous. Ouais. Ouais. Les autres, là, ils vivaient leur vie, ils avaient leur propre système, tout allait bien, puis là, du jour au lendemain, on les amène dans les nouveaux systèmes. C'est assez rock and roll. Puis je vais garder, je parle pas le pied dans parce qu'on va y revenir dans l'autre facteur de succès de processus et tout ça, mais nécessairement, l'intégration rapide des données, des fois, ça te shake la cabane, pas à peu près. Je dirais tout le temps. Honnêtement, j'ai rien vu qui amenait pas une onde de choc à tous les niveaux. C'est pas tout le monde en même temps, ceci dit. Des fois, on le voit venir un petit peu par la bande ou après, mais définitivement, ça shake la cabane, comme tu dis. J'en profite pour parler d'intégrité de données. Parce que c'est pas sexy, là. Il n'y a personne qui aime ça, se mettre le nez dans des fichiers de données, puis de faire du clean-up, puis de mettre ça à droite, puis de merger des patentes. Ça peut devenir excessivement lourd. Mais c'est un travail qui est tellement payant. Parce que souvent, on peut se dépêcher, on fait vite les choses. OK, on prend nos fichiers, on met ça dans nos affaires, bing bang, on copie, on migre, on garbage in, garbage out. Encore une fois, je vous apprends rien. Ça vaut peut-être la peine de prendre, en fait, ça vaut 100% la peine de prendre le temps de bien faire les choses parce que si on veut aller trop vite, on va souvent migrer de la donnée qui est plus ou moins valide, qui va nous suivre parce que vous savez, une fois qu'on a de la mauvaise donnée dans nos systèmes, c'est assez difficile de s'en débarrasser. Donc, avant de grimper des rideaux, de se dire, OK, on migre, on pitch ça dans nos systèmes, de faire un ménage, d'amener la structure, c'est vraiment payant par la suite de bien le faire. Fait que cette intégration-là rapide, il faut savoir où est-ce qu'on commence, puis on a des équipes dédiées qui peuvent nous aider, mais il faut vraiment identifier nos priorités, roller out ces éléments-là, s'arrimer avec des dates et des personnes responsables, puis s'assurer qu'on fait ça de façon très, très clean. Si tu veux m'amener à un autre point, Catherine? On parlait de shaker la cabane, puis d'onde de choc. Je pense que c'est le plus gros. J'aurais pu le mettre en premier, là, comme je vous dis, je vous amène ça un peu à la volée comme ça, mais la culture puis les employés, il faut que ça soit ça qui prime. Il faut que ça soit ce qui vienne en premier. C'est des individus, c'est des humains. Ce sont eux notre plus gros actif au final. Ce sont eux les vrais vecteurs du changement. Il faut qu'on travaille sur la rétention des talents. Il faut qu'on prenne soin des gens, qu'on comprenne leur réalité. C'est
parfois des réalités qui sont très, très, on prend des décisions pour des plans de croissance, pour des raisons très, très stratégiques, tu sais, dans un plan quinquennal, comme on le disait plus tôt, c'est un niveau très, très haut, ça s'inscrit, ça fait beaucoup de logique, mais dans le day-to-day, dans les gens tu sais, qui subissent ça, qui tout d'un coup, ils ont un nouveau manager ou on leur demande de déménager, on ferme des bureaux, parfois il y a des gens qui perdent leur emploi. C'est vraiment très, très, très délicat à plusieurs niveaux. Fait que c'est vraiment important que ça reste toujours l'employé puis la culture organisationnelle qu'on véhicule qui soit mis de l'avant parce que si ça, c'est pas le cas, tout le reste va prendre le bord. Parce qu'au final, toute cette gestion du changement-là repose sur des humains, au final. Que ce soit, même si on parlait de données il y a un instant, c'est quand même des gens, des humains, des employés qui sont responsables de ça. Fait qu'il faut vraiment être à l'écoute et très, très proche de ça. On veut qu'ils se sentent le bienvenu, on veut les valoriser, on veut comprendre leur réalité. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de pire que nous autres, on fait ça de même, vous voyez, tu sais, à faire un know-it-all. Tu sais, nous, on fait ça comme ça, puis il n'y a pas d'autres recettes. Tu sais, je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute, comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils ont fait ça comme ça. Il y a beaucoup d'écoute puis d'échanges qui doivent être établis pour bien tisser des liens de confiance avec le management, avec nos nouveaux pairs, pour que tout ça tienne en place et assurer un alignement culturel. Quand je pense culturel, il y a la culture organisationnelle qui a lieu à l'intérieur de l'entreprise, mais au-delà de ça, on parlait de voyager un peu plus tôt, il y a le respect des différences culturelles en lien avec la géographie. Puis là-dessus, lesson learned en ce qui concerne des fêtes, on a fait des acquisitions en France, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, avec des bureaux en Asie, en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud. C'est un challenge de tout à coup vouloir implanter une culture organisationnelle sur un empreinte géographique qui est tout autre, avec des mœurs qui est différent. Je vous en pas, je sais que je vous apprends rien. C'est quelque chose qu'on apprend sur les bancs d'école, mais de le vivre au day-to-day, de comprendre réellement, OK, ta journée, elle se passe comme ça, tes valeurs, c'est ça, c'est comme ça ta mentalité, de prendre le temps de comprendre, de s'ajuster, d'être réactif par rapport à ça, c'est vraiment, vraiment important parce que sinon, il y a tellement de pushback, il peut y avoir tellement de frustration puis de développer une culture des bons puis des méchants que c'est vraiment pas souhaitable. Fait que je pense qu'il faut être très, très à l'écoute des différences de culture organisationnelle en interne d'entreprise et au niveau culture dans son plus grande interprétation là, géographiquement. Et de prendre en compte la pression additionnelle sur les différentes ressources. Ça vient avec plein de to-do. On s'entend que ce soit d'intégrer, de migrer, de faire fonctionner. Tu sais, c'est plein de tâches qui s'ajoutent à notre day-to-day. Généralement, c'est toutes des gens qui ont plein leur assiette, qui sont loadés au maximum. Puis là, on leur demande vraiment d'aller des extra miles pour faire vraiment de nouveaux mandats pour tout ça. Ça met beaucoup de pression, ça met du stress, ça rajoute de l'angoisse, des émotions de toutes sortes. Fait qu'il faut vraiment être conscient que les employés vivent, puis si j'ai des employés, c'est vrai à tous les niveaux, là, vivent énormément, c'est une source de stress, de pression, de travail supplémentaire. Fait qu'il faut être vraiment conscient de ça, puis en prendre compte dans les objectifs qu'on met à nos gens, dans la réalité au day-to-day, puis dans le workload simplement qu'on leur confie. Je vois qu'il y a des gens qui ont participé un petit instant. Faire attention si l'entreprise achetée est syndiquée et que l'acquéreur ne l'est pas. Oui, tellement. Jusqu'à présent, j'ai eu je sais pas si c'est une chance ou du moins, je me suis tenue loin des syndicats dans mon expérience professionnelle jusqu'à présent et
ça peut devenir excessivement complexe parce que là, on entre dans un niveau tout autre de négociation possiblement et là, de complexité en lien avec les ressources. Si tu veux partager ton expérience par rapport à ça, if t'es ici, je ne sais trop, c'est avec plaisir. Tant qu'il mentionne attention aussi aux espérances de l'équipe acquise. C'est vrai. Il y en a, je pense que si tu tombes envers la médaille, il y en a qui vont s'imaginer tout à coup, ça va être le nirvana, ça va être donc bien meilleur, l'herbe est plus verte chez le voisin. Pas nécessairement, ça peut être l'inverse. Donc, on va voir vraiment les deux. Prochain point, qui est définitivement lié, là, on aurait peut-être pu parler tout ça sous le même thème, mais la communication, la transparence, je pense que c'est en lien avec la façon dont on s'exprime, vraiment la façon dont on communique. C'est lié beaucoup. En fait, c'est à tous les niveaux, parce que ce soit un président qui passe un message, un VP, un directeur, un manager ou un collègue, je pense que c'est beaucoup top-down. Je pense qu'à la base, il faut que le message vienne du haut puis soit repartagé à différents niveaux hiérarchiques. Mais il faut être excessivement transparent. Je pense que plus je ne vais pas dire divulgue, mais plus on est honnête avec notre stratégie, le pourquoi on fait comme ça, avec les réalités, avec les... Tu sais, on ne compte pas des jokes, c'est pas facile nécessairement. Voici ce qu'on est en train de vivre, voici le pourquoi on le fait, voici ce qu'on s'attend, voici on pense que ça va nous mener dans 2, 3, 5 ans. Tu sais, de partager ces messages-là, même si c'est des gens qui sont sur une chaîne d'assemblage puis qui sont peut-être plus ou moins concernés, je pense que ça va beaucoup les amener à avoir une meilleure adhésion, à comprendre, buy-in à cette stratégie-là, puis s'impliquer parce que, comme on dit, ce sont eux les vecteurs de changement, puis ils vont être très, très tributaires de tout ça. Donc, vraiment transparence à tous les niveaux, puis à travers plusieurs canaux aussi, tu sais, parce que c'est pas tous les employés qui ont les mêmes réalités. Je reprends mon expérience des dernières années. Il y a des gens qui, oui, sont devant leurs ordinateurs avec leur courriel, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas d'ordinateur. Il faut quand même aller les solliciter, ces gens-là. Fait qu'il faut adapter notre message selon notre audience et notre clientèle. Et surtout, préparer cette stratégie-là d'avance un peu. On ne peut pas juste wing it. Je pense à la base, il faut avoir vraiment quelque chose de transversal à travers tous les départements, qu'on s'entend à savoir c'est quoi cette vision stratégique-là, puis de préparer cette communication-là avant, pendant, après. Tout ça est valide. Évidemment, il faut je dis préparer la communication, il faut être aussi vivre dans le moment, puis voir si on a des lacunes, ajuster, puis toujours vivre dans le day-to-day, puis être en mode réactif, mais c'est quelque chose qui se prépare, qui se peaufine pour trouver les mots justes, puis être à l'écoute des réalités selon ce qu'on vit. Puis le dernier petit point là-dessus, c'est de monitorer puis de mesurer. Puis dans le fond, c'est vrai un peu des deux côtés, parce que oui, on communique, mais après ça, il faut aller prendre le pouls aussi. Là. Ça se passe comment, la gang? Là? Vous vivez ça comment? Votre niveau de satisfaction, les employés, comment c'est? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez des frustrations? C'est important d'être à l'écoute, d'aller faire des sondages, d'aller faire des focus groups, dépendamment encore une fois de la style d'entreprise. Allons voir, allons écouter, puis c'est comme ça qu'on peut s'ajuster. C'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Parlons de gestion de projet, parce que dans le fond, c'est un projet, une acquisition, une fusion, c'est juste un très gros projet transversal qui touche tout le monde, mais ça demeure un projet et ça prend une gestion centralisée de tout ça pour avoir du succès, à mon humble avis du moins, pour avoir une vision partagée, savoir où est-ce qu'on en est, d'avoir un simple outil de travail où est-ce qu'il va y avoir une source de vérité partagée, où est-ce qu'à ce niveau-là, on va être capable d'identifier les étapes, on va être capable d'assigner des gens qui vont être responsables de certaines tâches en lien avec des dates, des milestones, puis on va être capable de se mesurer, puis de comprendre, OK, on a-tu fait ça, on a-tu fait ça.
Puis avant même de commencer rien, quoi que ce soit, mais on a vraiment mappé toutes les milestones, toutes les étapes à travers lesquelles on devait passer, que ce soit de haut en bas, de tous les départements, comprendre. Puis je vous dis pas qu'il n'y a pas de surprise en cours de route, mais savoir l'ampleur de la tâche, être capable de se donner une idée. C'est quelque chose que je vais faire en 3 ans? C'est quelque chose que je vais faire en 3 mois? Récemment, nos plus récentes acquisitions et défailles, on parlait de plan de 100 jours. Donc, on avait réussi à peaufiner la recette pour avoir, je vous dirais, avec assez de succès, terminer l'ensemble des actions requises pour une intégration qu'on percevait comme terminée au bout de 100 jours. Ça, c'est peut-être là, un extrême, mais il faut être capable de voir, puis encore une fois, dépendamment de la taille, tout peut être différent, mais ça prend quelque part, donc un outil de travail pour répertorier tout ça, puis surtout quelqu'un qui prend ce rôle-là, un peu de change manager, parce que souvent, les managers traditionnels, ben écoute, ils ont quand même une job à faire, ils sont dans day-to-day, ils ont soit pas le temps, pas l'expérience, ils sont un petit peu dépassés par les événements, fait que quelqu'un qui peut chapeauter tout ça, les supporter dans leur day-to-day, aider à être un petit peu la courroie de transmission, monitorer les tâches qu'ils ont à faire, c'est vraiment payant d'avoir cette... c'est quelque chose qu'on a appris à la dure, je vous confie, là, chez EDFI, chez Prévia, qu'il n'y avait pas nécessairement au début. Tout le monde était un petit peu, faisait sa pointe de tarte, puis on s'arrive à la fin, mais la tarte est un petit peu, il manque des morceaux, on a des choses qui nous ont échappé, fait que d'avoir quelqu'un qui prend ça et qui dit « Ouais, moi, je le supervise », pas dire qu'il va faire l'ensemble des tâches, au contraire, probablement aucune d'entre elles, mais qui va superviser puis qui va s'assurer que ces tâches-là sont menées à bien, puis qu'il y a quelqu'un qui est accountable for it, qui est vraiment responsable à une certaine date d'avoir complété quelque chose, c'est vraiment payant. Et de la même façon, on veut se monitorer. C'est difficile de savoir si on a du succès si on ne se monitore pas, si on n'est pas capable de faire du reporting. Donc, en travaillant de cette façon-là, on est capable de se dire, OK, sais-tu quoi, j'ai un peu de retard dans mon plan, j'ai tel élément, tel département, c'est à la traîne, on a eu des surprises, puis on doit redonner un petit peu d'énergie là-dessus, ou au contraire, je suis à l'avance sur mon horaire, puis ça va bien, on est capable de répertorier, de prendre un peu le pouls, de savoir est-ce que ça avance comme prévu. Fait que très important au niveau de la gestion de projet. On aurait une petite question aussi de M. Cochon. Bien sûr. Le change manager, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Super. Le change manager, ben, tu l'as dit, c'est tellement transversal une acquisition. En avez-vous eu plusieurs profils? Puis quel genre de change manager est-ce que vous êtes allé chercher? C'est un gestionnaire de projet à la base, quelqu'un qui était Oui. directeur Oui. d'unité ou même des opérations? Comment vous avez, c'est quoi les profils qui fait le mieux que vous avez eu? C'est quelqu'un qui avait de l'expérience en gestion de projet. C'est quelqu'un qui avait l'expérience, puis ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire que ça s'applique ailleurs, là, ceci dit, mais c'est quelqu'un qui avait l'expérience aussi depuis quelques années, qui était capable, qui n'arrivait pas comme un cheveu sur la soupe, juste en mode gestion de projet, mais qui était capable d'arrimer les tâches avec la réalité au day-to-day, puis de comprendre ce qui se passe. Donc oui, c'était quelqu'un qui avait une charge vraiment de gestion de projet, un profil un petit peu versatile, puis qui a une bonne relation, qui connaît les différents managers, qui va aller au-delà, qui va aller faire des suivis, qui va aller challenger comment ça avance pas ton affaire, puis qui va être capable d'aller faire du reporting par la suite. Fait que c'est assez typique gestion de projet, effectivement. Puis je pense qu'il y avait Stan qui demandait l'outil. Je pense qu'il peut avoir énormément de réponses à cette question-là. Je pense que nous, c'était quelque chose comme un Monday, là, ou un petit projet. C'est pas rocket science nécessairement. L'idée, c'est d'avoir des milestones, des gens, des tâches, des dates. Ça peut être à l'intérieur d'un outil que vous utilisez déjà. Il y a plein d'outils gratuits. On ne veut pas là, développer quelque chose de trop compliqué si le besoin n'est pas là. Mais Excel ferait la job, là. C'est absolument. Oui. On avait un petit peu plus de valeur avec un outil de gestion de projet parce qu'on allait chercher un petit peu plus de sophistication, puis on était capable d'aller à un niveau plus élevé. Mais Excel ferait complètement la job aussi, dépendamment
de ce qu'on essaie de faire, en autant que c'est quelque chose qu'on est capable de partager, puis qu'on se retrouve pas avec, tu sais, là, vous voyez le genre de fichier Excel V10, final, barre en bas, date d'aujourd'hui, ma version, mes initiales, tu sais que ça finit qu'il y a des versions qui ça change partout. Non, non, on veut vraiment pas ça. On veut une version centralisée où est-ce que tout le monde peut contribuer simultanément à un fichier partagé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Prendre ça pour un oui. Je vois le temps qui passe. Je vais passer rapidement sur celle-là parce que c'est un petit peu en lien sur l'autre élément qu'on a parlé, d'avoir la visibilité sur les données en temps réel. Ça arrive parfois que les acquisitions, on est entre deux systèmes, on n'a pas tout à fait encore les droits. C'est important de moins possible d'avoir cette espèce de temps mort-là parce qu'on veut être capable d'avoir des KPI fiables en tout temps, que ce soit financier, opérationnel, vente, peu importe, pour continuer de prendre des décisions rapides, puis justement ajuster le tir aux besoins parce que si on s'en va dans une mauvaise direction, il faut tout de suite prendre des décisions pour ajuster et éviter les angles morts qui fait que je ne voyais pas que mon cash flow était, ou je ne voyais pas que, il faut essayer le plus possible d'avoir cette visibilité-là, même si ce n'est pas dans le même système, d'aller s'assurer qu'on a les droits dans leur système legacy, d'avoir cette vue-là, d'aller le consolider dans un petit BI ailleurs, peu importe, mais d'avoir cette visibilité-là rapidement pour continuer de prendre les bonnes décisions. Prochain, je pense que c'est mon préf, c'est comment été documenter ces processus. Parce qu'on a parlé de data au début, puis c'est tout à fait logique ce que je vous dis là, c'est pas rocket science, mais à quel point beaucoup d'entreprises ne maîtrisent pas réellement leur processus. Puis c'est vrai souvent en début où est-ce qu'on n'est pas tout à fait mature, on veut aller vite, il n'y a pas beaucoup de documentation, on le fait parce que ça existe dans la tête à quelqu'un, puis we go with the flow. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas identifier des synergies, on ne peut pas identifier les écarts, on ne peut pas former des nouvelles ressources. Ça peut devenir vraiment difficile s'il n'y a rien qui existe en termes de processus, en termes d'instruction de travail, puis que les deux se complètent ensemble, puis qu'on comprend ce qu'on fait, puis que le département A avec le département B, la synergie qu'ils ont ensemble, puis l'impact qu'ils ont, c'est tellement important, puis c'est payant à d'autres niveaux quand on arrive pour grossir, aller dans d'autres systèmes. Récemment, on l'a vécu dans l'implantation d'un ERP. Si on ne sait pas ce qu'on fait, c'est pas sexy, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est payant de se donner cette peine-là à documenter. On parle des swim lanes, je ne sais pas, des instructions, que ce soit dans Excel, des Word, des PDF, n'importe quoi. Quelque chose pour s'enligner, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et le dernier, c'était au niveau de la haute direction. Écoutez, parfois, une action, il se met à avoir plus de chefs que d'Indiens, ça vient avec des managers. Parfois, on va avoir un président qui a passé à go et qui dit non, je prends ma retraite, c'est beau, je ne veux plus m'en mêler, mais il y en a d'autres qui demeurent dans l'organisation et ça peut susciter parfois de la résistance au changement parce que j'ai toujours fait ça, je veux pas m'aligner. Tu sais, parfois, la vision n'est pas tout à fait alignée parce que cette unité-là dans la vision, l'idée, même le style de gestion vont être très, très essentiels parce que c'est le vecteur de changement, puis c'est un petit peu déplorable, mais parfois remplacer ou remercier les dirigeants dont l'entreprise a été acquise, c'est parfois nécessaire pour insuffler ce nouveau souffle, puis être sûr que la vision est vraiment alignée, puis qu'on est capable de faire avaler la pilule, puis que la gestion de changement, il n'y a pas trop de résistance. Puis je ne vous dis pas que c'est dans tous les cas, il y a des scénarios où est-ce que c'est certainement pas requis, mais dans une majorité des cas, les entreprises où est-ce qu'on a eu moins de succès, c'est parce que la haute direction était sur les talons et qu'il y avait de la friction et qu'il y a une espèce de bataille interne qui est menée puis que c'est pas productif. Donc, malheureusement, c'est une réalité. C'est déplorable, mais ça en fait partie.
Oui, je vois que l'heure est, on a terminé. En fait, je pense qu'on a terminé la slide. Mon mot de la fin, c'était il n'est jamais trop tard pour réajuster. Là, c'est une stratégie qui est évolutive, on l'a dit, on retire nos baies, on change d'idée, on pivote rapidement, on saisit les opportunités. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une grosse réorganisation qui a été annoncée chez DeFi Technologies, chez Préviant. J'en suis témoin au jour le jour. On recommence, on fait face. Si ça ne marche pas, on recommence. Mais il ne faut jamais perdre de vue le client. On a pensionné beaucoup l'employé. Ça demeure qu'on fait de l'argent parce qu'on a une clientèle. Il faut s'assurer qu'on ne néglige pas nos clients à travers tout ça. C'est une évidence, mais on a peut-être tendance à se laisser emporter dans nos réalités organisationnelles, opérationnelles et de toutes sortes. Puis le client en souffre parfois. Fait qu'il faut juste garder ça en tête. C'est surtout que chaque transaction est unique. Tu sais, là, je vous ai fait un monologue aujourd'hui, mais je pense qu'on aurait pu faire plein de use cases. Fait que c'est de développer sa propre recette. Dans le fond, d'apprendre de ses erreurs puis de renforcer ces éléments-là. Donc voilà. J'ai une petite checklist qui existe. Si jamais il y en a d'entre vous qui sont comme intéressés, c'est plutôt confidentiel, je ne veux pas le partager en présentation, mais s'il y a des choses, là, vous pouvez m'écrire. Catherine pourra partager mes coordonnées avec vous, puis on pourrait regarder à savoir si cette checklist-là s'applique chez vous. Mais ou si vous avez des questions par la suite, là, je pense que tout le monde doit quitter, mais voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie énormément pour votre patience et votre attention. Mais merci beaucoup, Raphaël. C'était vraiment intéressant. C'est comme la troisième fois, moi, je pense que je t'entends sur les fusions-acquisitions, puis à chaque fois, c'est tout le temps des choses nouvelles que j'apprends. C'est vraiment très intéressant. Merci pour Ah, tout. moi aussi. Oui, ça évolue beaucoup. Mais comme les gens, l'heure est passée un petit peu, je vais partir sur le petit mot de la fin. Donc, ceux qui ne nous suivent pas déjà sur les réseaux sociaux, amusez-vous à le faire. On partage plein de contenus intéressants. Sinon, on a un prochain événement qui s'en vient en personne, un événement de réseautage avec des étudiants, des agents, le même principe que ce qu'on offre au Québec vers l'international, mais cette fois-ci de l'Alberta vers le Québec. Donc, on vous invite à venir rencontrer ces représentants d'entreprises albertaines qui désirent développer leurs affaires au Québec. Donc, c'est super intéressant de faire des connexions. Puis j'en profite aussi pour mentionner que si jamais ça peut vous intéresser de développer, vous, vos affaires au Québec, on a un petit tour de passe-passe qu'on peut faire peut-être pour vous aider à vous développer au Québec. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, principalement dans la région de Québec et de Montréal, laissez-nous le savoir. On pourra vous donner plus de détails, mais je laisse le suspense comme Raphaël avec ta liste de fusion et acquisition des étapes clés. Donc, contactez-nous si jamais. Puis sinon, ben, malheureusement, nos destinations, malheureusement pour vous, heureusement pour nous, nos destinations ont tous trouvé preneur pour nos missions de 2024. Donc, nos agents sont en préparation. Dernier mois et demi de préparation avant le grand départ. Donc, ça s'en vient bien. Restez à l'affût, justement, comme je disais, avec les réseaux sociaux. On va bientôt annoncer, bientôt étant pas très bientôt, mais bientôt annoncer nos destinations de 2025. Donc, il y a toujours des destinations qui changent. Merci d'être resté jusqu'ici. Puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée. Ça a été un plaisir de vous rencontrer virtuellement et de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci, Raphaël, encore.